Bonjour à tous, bienvenue sur Paideia et sur ma troisième vidéo conseil de lecture. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un des acteurs les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, puisqu'il nous écrit ses mémoires. Il s'agit du Sonny Boy d'Al Pacino, qui est sorti donc il y a quelques mois, et qui est une autobiographie très touchante et surtout très atypique, puisque la manière dont il l'a organisée, dont il l'a écrite est très particulière. Il a beaucoup joué avec l'oralité. C'est pas du tout lui faire offense de dire que c'est pas un écrivain, puisque c'est un acteur, mais c'est quelqu'un qui a voulu être très sincère, je pense, dans la retranscription de son histoire personnelle, de sa vie, de sa petite enfance jusqu'à maintenant, puisqu'aujourd'hui Al Pacino a 85 ans, et donc il nous fait part de son histoire sous forme de fragments littéraires et de flashs mémoriels. Donc c'est très intéressant, très atypique comme lecture, comme façon d'appréhender l'écriture et surtout l'écriture de mémoire. Donc on est plongé à travers toute sa vie, du début, donc du sud du Bronx, avec sa mère malade, seule, avec un père absent, dans des conditions très difficiles, et qui en même temps est un hommage constant à sa mère, puisqu'il commence par elle et il termine par elle, puisque c'est elle qui l'a guidé, c'est elle qui l'a sauvé. Toutes les personnes qui habitent dans des quartiers sensibles savent à quel point le nom d'une maman, comme dans le livre, pour leur empêcher son enfant de sortir, peut parfois sauver des vies. Et ça a été le cas d'Al Pacino, puisque quasiment tous ses amis d'enfance dont il parle dans le livre sont morts d'overdose, donc dû à la drogue. Et il a réussi à s'en sortir, et notamment parce que sa maman lui a ouvert d'autres perspectives, donc le cinéma, bien sûr, mais aussi le théâtre. Parce que le grand coup de cœur, le premier coup de cœur d'Al Pacino, c'est le théâtre. C'est quelqu'un qui a eu une sorte de choc quand il a vu La Mouette de Tchekhov, quand il avait à peine 16 ans, où il s'est dit, c'est peut-être là ma voie, c'est peut-être dans ça que je vais m'investir. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à cultiver cet esprit donc de comédien, d'aller chercher des palettes différentes d'émotions, etc. Et il a suivi son intuition, et malheureusement sa mère est morte avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, puisqu'il avait 22 ans. Mais il a commencé donc à errer et à chercher des contrats de travail, trouver des troupes. Ça a été très difficile au début, et il a eu pour la première fois une opportunité donc à Broadway pour jouer Un tigre porte-t-il une cravate, sorti donc en 1969, où il a brillé, ou en tout cas il a commencé à montrer son potentiel. Et c'est à partir de cette pièce de théâtre que son nom a commencé à s'ébruiter petit à petit dans les milieux du cinéma, notamment aux oreilles d'un certain Jerry Salzberg, grâce auquel il a commencé ses premiers pas donc, dans le cinéma. Donc ce premier film date de 1971 et s'appelle Panique à Needle Park. Donc c'est là où on le voit enfin à l'écran, où il interprète le rôle d'un junkie complètement à la ramasse, ravagé par la drogue, et errant, mais qui tombe amoureux d'une femme tout aussi perdue, où il y a une sorte presque de huis clos à ciel ouvert, si on peut dire, sur l'Amérique junkies des années 70. Donc c'est triste, c'est assez sombre, mais c'est plutôt bien réalisé, même si Al Pacino ne se sentait pas du tout à l'aise là-dedans, puisque c'est son premier rôle, donc il n'était pas tout à fait à l'aise. Il n'a pas évidemment l'assurance qu'il a aujourd'hui, mais il n'empêche que ce premier rôle a continué à faire ébruiter son nom, et aux oreilles d'un des plus grands cinéastes du XXe siècle, qui est Francis Ford Coppola, qui lui propose dès sa jeune trentaine un rôle dans Le Parrain, qui est sans doute un des classiques quasi indiscutables du 7e art américain, et je pense même mondial, où Al Pacino s'est révélé en Michael Corleone ultra charismatique. Mais il a fallu, c'est comme il le dit très bien dans le livre, il a fallu se battre, puisque personne ne voulait de lui,
Et Francis Ford Coppola s'est battu pour l'imposer. Je pense qu'il y a aussi une volonté de mettre un italo-américain, bien sûr, pour parler de cette histoire italienne, de cette diaspora italienne. Donc, qui de mieux que Al Pacino, qui a découvert, en plus, puisqu'il ignorait que ses grands-parents venaient de Corleone aussi, donc pour donner un peu de cachet à tout ça. Et ça a été donc très difficile, y compris sur les lieux du tournage, puisqu'apparemment il ne savait pas conduire, il ne savait pas danser. Francis Ford Coppola s'est même demandé pourquoi il avait autant insisté pour l'imposer. Et c'est grâce à la scène de l'assassinat dans le restaurant que Al Pacino a réussi à convaincre tout le monde et à être accepté et à être légitimé, on va dire, dans ce rôle de Michael Corleone, qui a été le début d'une immense carrière, bien sûr, même si ce rôle lui a collé à la peau toute sa vie, évidemment. Et il y a un passage qui m'a interpellé et que je vais vous lire très rapidement, où on voit que c'est un rôle qui n'était pas anodin. Donc page 187, je me sentais isolé, j'ignore pourquoi, mais je n'étais pas allé sur le tournage. Les jours s'étiraient interminablement. Il fallait parfois 4 jours pour tourner une scène. On passait des heures à attendre que la lumière soit exactement comme il fallait. J'étais jeune, je n'avais que 34 ans, mais je trouvais cela éprouvant. Et je portais en moi les sentiments d'un homme qui a découvert que son propre frère avait essayé de l'éliminer. C'était pesant. En tant qu'acteur, j'étais censé être habitué à ça. Je jouais constamment des personnages confrontés à de funestes circonstances. J'ai le rôle, je le fais. Depuis, j'ai appris à maîtriser le métier un peu mieux, de manière que le rôle ne me bouffe pas trop. Mais il était très difficile de vivre avec Michael Corleone. C'était un endroit délicat à trouver dans les tréfonds de son âme. J'ai beaucoup aimé ce moment, puisqu'il montre à quel point il a dû se dépasser pour incarner ce mafieux, ce militaire plutôt bien sous tout rapport qui évolue, puisque c'est ça tout le génie de Francis Coppola, c'est que dans cette fresque il y a l'évolution des personnages du premier volet jusqu'au 3e d'ailleurs, et ça a été fait avec brio, donc par Al Pacino. Et surtout, ce qui m'a beaucoup interpellé moi dans ce film, indépendamment des excellents Marlon Brando et Duval, c'est le duo avec John Cazale, qui était donc son ami proche, avec lequel il avait déjà joué précédemment au théâtre, et qu'il a retrouvé plus tard, en 1975, je crois, dans Un après-midi de chien, je crois toujours de Jerry Schatzberg, si je ne dis pas de bêtises, qui est un scénario complètement dingue d'un homme, d'un père de famille devenu gay, qui décide de braquer une banque pour financer le changement de genre de son amant. 1975, donc ces thèmes étaient déjà là, et c'est un film très intéressant. On voit à quel point, et ça a été le cas pendant toute la décennie 70, Al Pacino a vraiment eu cette chance très tôt de faire des classiques, beaucoup de classiques, puisqu'on le voit vraiment se révéler être comment dire, un braqueur de banque, mais complètement à côté de la plaque, presque aussi paumé que le premier rôle dans Panic à Needle Park. Et on voit donc ce duo avec John Cazale, qui malheureusement est mort très jeune, 42 ans je crois, d'un cancer, ce qui l'a beaucoup touché, et il le montre notamment dans la partie où il met beaucoup de photos de sa vie et de ses anciens collègues de travail. Mais on voit vraiment toutes les palettes d'Al Pacino. Donc 1975, Un après-midi de chien, 1974 je crois, L'épouvantail aussi, avec Gene Hackman, qui nous a quittés il y a très peu de temps, dans des circonstances très tristes, avec son épouse, qui est aussi un bijou, où on voit Al Pacino qui tout de suite après Le Parrain a réussi à redevenir un gamin, puisque c'était le plus jeune du tournage, et qui est vraiment convaincant dans ce duo, qui m'a d'ailleurs mis un pied dans le cinéma d'auteur en tout cas. Et aussi le 1973 je crois,
Serpico de Sidney Lumet, qui est un film qui met en lumière un flic qui veut rester intègre dans un milieu qui ne l'est plus du tout, et où on voit toute son évolution physique, mentale, psychologique à travers ce film. Et Al Pacino vraiment a su endosser le rôle. Il a même rencontré Serpico dans la vraie vie pour essayer d'en savoir plus, de son cheminement intérieur, de pourquoi il en est venu là, etc. Il en parle dans le livre, il en parle dans certaines de ses interviews. Et c'est, je crois, d'ailleurs, ce qui a peut-être pu inspirer American Gangster, avec Denzel Washington et Russell Crowe. En tout cas, j'ai vu dans une perspective un peu plus moderne des liens entre le flic qu'incarne Russell et le Serpico d'Al Pacino. Et c'est un film donc, qui a vraiment marqué son temps. Et c'est le cinéma des années 70, donc je vous mettrai tous les liens en description. Je vous invite vraiment à vous replonger là-dedans. Ça fait du bien, mais c'est un cinéma lent. Donc on n'est pas du tout dans le short time d'aujourd'hui, de 2025. Donc il faut réapprendre à se laisser aller, à découvrir une intrigue, à se laisser aller, à redécouvrir un personnage ou des personnages. Et dans cette veine du cinéma des années 70, il y a eu aussi pour moi un chef-d'œuvre, 1977, Bobby Durfield, donc avec Al Pacino, tournage sur lequel il rencontre Marthe Keller, avec laquelle il a eu une relation, et qui est un film aussi pareil, plutôt lent, mais qui est rehaussé par une bande originale de Dave Grusin, si je ne dis pas de bêtises, qui est extraordinaire. Vraiment extraordinaire, c'est une beauté ce film. Je ne sais pas s'il a eu beaucoup de critiques positives, parce qu'on voit un Al Pacino effacé, quasi dépressif, et il l'était à ce moment-là. Donc du coup, il a fait transparaître ça dans son rôle, mais je trouve ce film vraiment extraordinaire, très très beau. Donc 1977, donc c'est toute cette décennie dans laquelle il a excellé, où il a montré tout son potentiel, et où il a rencontré donc une des femmes de sa vie, même si ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été une actrice aussi qui a marqué son temps, un peu comme Diane Keaton dans Le Parrain, qu'il retrouvera ensuite plus tard. Et à l'instar de Paul Newman, c'est quelqu'un qui toutes les décennies a eu du travail. C'est quelqu'un qu'on a appelé tout le temps pour tout un tas de projets. Et donc dès les années 80, il réembraye avec Scarface, 1983, de Brian De Palma, où il explose en termes de jeu d'acteur, mais il est dans un premier temps très mal reçu. Il explique un peu la déception dans le livre, parce que c'est un film qui a été jugé beaucoup trop violent, et violent pour rien. Il a fallu des années et des années pour qu'on se rende compte de l'impact que ce film a eu, et aussi de l'impact, soyons honnêtes, sur les classes populaires et même sur la culture hip-hop, qu'il a récupéré Scarface, et de se rendre compte que Al Pacino a excellé, et que ce n'est pas seulement quelqu'un qui crie. Et donc c'est un film qui fait date aujourd'hui, même si en effet il est très très violent, parfois vulgaire, caricatural, mais c'était volontaire de la part de Brian De Palma, qui a d'ailleurs rappelé Al Pacino pour la décennie suivante, donc dans les années 90, avec un excellent film qui s'appelle L'Impasse, où on a une sorte de Scarface plus apaisé, on va dire plus mature, qui est un excellent film aussi, avec une très belle BO, où Carlito Brilliante, le personnage principal, a aussi inspiré énormément de gens des jeunesses plus ou moins défavorisées de tout le monde occidental. Et aussi dans les années 90, le grand tournant symbolique, c'est le film Hit, où il rencontre enfin son alter ego, en tout cas la personne avec laquelle on le compare tout le temps, qui est Robert De Niro, où ils font un film, une sorte de policier, de thriller psychologique très fin, sur la dualité entre le bien et le mal, entre la justice et l'injustice, entre les flics et les voyous. Et c'est très bien ficelé. On voit un Al Pacino quinquagénaire qui tient encore la route, et qui est très efficace, qu'on retrouve aussi dans L'Associé du Diable avec Keanu Reeves, qui est aussi
un clin d'œil avec toute son expérience théâtrale qu'il a pu retranscrire vraiment au cinéma, qui est aussi un très bon film. Et surtout, le film qui a fait en sorte qu'il ait enfin son Oscar, 50 ans plus tard, qui est une grande étape pour lui dans sa vie, et qui est Le Temps d'un week-end de Martin Brest, sorti en 1992, qui interprète un colonel à la retraite aveugle, dont le second rôle, donc, qui est Robin dans Batman et Robin, pour ceux qui s'en souviennent, était un étudiant pauvre qui avait besoin de bosser pour payer ses études et pour pouvoir intégrer Harvard, et qui doit s'occuper de cet homme aveugle et plutôt irascible, et qui arrive à nouer comme ça une sorte de relation avec lui pendant toute la durée du film, et qui lui a permis de remporter donc un Oscar pour la première fois de sa carrière. Et il poursuit donc sa carrière à partir des années 2000, notamment avec Le Marchand de Venise, sorti en 2004, où il rend un peu hommage à ses premiers amours du théâtre et surtout de Shakespeare, où il interprète un juif errant, persécuté, et qui essaye de trouver comme ça sa place dans cette société qui n'a évidemment plus rien à voir avec la nôtre, et qui a été un film aussi avec une très très bonne distribution à Lynn Collins ou à Joseph Fiennes, et qui lui ont vraiment donné la réplique comme il se doit. C'est un très beau film que je mettrai aussi en description, qui est toujours visible sur Amazon, et où commence évidemment, comme le veulent les années 2000, les séries, et on l'a appelé pour Angels in America, sorti en 2003 je crois, où il incarne Roy Cohn, et où il commence à prendre le pli, comme beaucoup d'acteurs de sa génération, à ce nouveau format, la série, même si ça existait auparavant, mais c'était pas aussi populaire, sans même parler des nouvelles plateformes comme Netflix ou Prime. Et où il commence à nouveau à faire son trou, si je puis dire. Où il continue encore et encore dans les années 2010 à travailler et à être appelé par des grands noms. Je pense à Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, où il partage l'affiche avec Brad Pitt et avec Leonardo DiCaprio, donc sorti en 2019. Un film un peu décalé, très tarantinesque. Et The Irishman avec deux Scorsese, où il retrouve les anciens du monde mafieux, où ils ont réussi à se réactualiser avec l'époque sur les plateformes. Donc c'est pareil, je trouve très 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 bien réussi. On voit que Al Pacino n'a pas du tout perdu de sa verve, et si caractéristique et si singulière, traversé quasiment la moitié du XXe siècle avec ses films, avec ses rencontres amoureuses, avec toujours un pied à Broadway, évidemment, dans des pièces avec lesquelles théâtre et cinéma, pardon, avec lesquelles il a toujours alterné tout au long de sa vie. Et il sent, je pense, qu'il est à l'aune de quelque chose. Donc c'est normal de faire une sorte de bilan. Et j'ai trouvé, voilà, qu'il y avait beaucoup de netteté, beaucoup d'introspection, et son écriture, qui peut sembler très simple, permet justement à n'importe qui de s'identifier. Il y a un passage notamment que j'ai trouvé très, très, très touchant et que je vais vous lire, page 352. En écrivant ce livre, j'en apprends un peu plus sur moi. Je commence à voir cette personne qui est, en un mot, anarchique. Charlie avait coutume de me traiter de mec réglo en roue libre. Je comprends mieux en fait maintenant. Objectivement, je n'ai jamais su ce que je fichais. C'est aussi simple que ça. J'ai enchaîné des trucs, je n'apprendrai jamais, et ça c'est mon problème. Ou un don que j'ai. Je n'apprends jamais rien. Je suis le premier à lever la main bien haut pour dire je ne sais pas. Qui veut se complaire à faire croire qu'il sait tout? Savoir quoi? Quelle connaissance pourrais-je exposer avec autorité, la pipe à la main? Je ne suis pas Socrate. Je suis un acteur. Je joue la comédie, et de temps en temps j'ai la chance de trouver des rôles qui me conviennent. Alors se présente l'occasion d'exprimer quelque chose, de faire du bon boulot, et d'avoir le sentiment de créer quelque chose. J'ai trouvé ça très honnête, et surtout ce passage montre comment a été constitué le livre, comment il a été conçu. À sa façon,
à sa manière, avec sa sensibilité, c'est-à-dire anarchique, donc sans structure particulière. Donc il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'ordinaire, il faut se laisser aller au mini-récit dans le récit, se laisser aller à l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, notamment avec le passage avec les photos, où il commente toutes les photos personnelles, familiales, mais aussi les photos pendant les tournages de films, et aussi pendant les making-of et les entretiens qu'il a pu avoir avec ses mentors et ses amis proches. Donc c'est un livre que je vous conseille ardemment, qui est très accessible, qui est un témoignage d'un des grands noms du cinéma mondial, donc très, très important pour qui aime le cinéma, sorti donc aux éditions du Seuil. Je vous mettrai le lien dans la description à la fois du site officiel mais aussi d'Amazon, pour que vous puissiez vous le procurer et passer un bon moment de littérature et vous donner envie à nouveau de vous replonger dans cette immense filmographie et dans cette page de notre histoire culturelle américaine, occidentale du XXe siècle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.